Anthony, c'est un des membres de l'équipe Cosmic qui a rejoint l'INRIA depuis 2012, qui a fait un PhD en 2009 avec Gilles Zemmour et Philippe Granger, c'est une sorte de mariage entre la physique et l'informatique. Qui s'est intéressé beaucoup aux questions de cryptographie quantique initialement dans son parcours, et puis maintenant qui a pris un leadership sur les sujets de code correcteur d'erreurs à l'INRIA et ailleurs aussi, et donc je vais lui laisser la parole pour présenter les codes correcteurs pour protéger l'information quantique en général. Merci Harold, donc bonjour à tous. Donc voilà, donc je suis Anthony Levaillé, je travaille à l'équipe Cosmic à l'INRIA de Paris. Donc je vais vous parler de code correcteur quantique. Un petit peu, je vais prendre la suite de ce que racontait Maziar, mais en me tournant plus du côté informatique, software que de la physique. Et donc juste pour commencer, donc en 1994, donc il y a eu cet algorithme, 94-95, il y a eu Shor qui a eu cet algorithme de factorisation. Et, donc ça a beaucoup intéressé les mathématiciens et les informaticiens. C'était moins clair côté physicien. L'engouement est un petit peu moins clair. En particulier, il y a Serge Haroche, donc physicien français qui a eu le prix Nobel en 2012 de physique pour la manipulation de systèmes quantiques individuels. Donc quelqu'un qui est vraiment expert en informatique quantique, en physique quantique. Et lui, il doutait. Donc, il avait écrit un papier, une sorte de position paper, où il doutait de la possibilité de faire vraiment un ordinateur quantique, en disant que c'est le rêve des informaticiens, mais c'est le cauchemar des expérimentateurs, parce que ça ressemble trop au calcul analogique dont on parlait tout à l'heure, à savoir, on manipule des choses qui sont finalement un continuum, un qubit, un bit quantique, c'est un continuum, c'est pas juste 0 ou 1, c'est un continuum d'états possibles, et comment on va être capable de corriger les erreurs là-dessus. Et ça paraissait pas clair du tout à ce moment-là. Donc pas de chance pour lui. Juste quelques mois plus tard, il y a Peter Shor qui a proposé une solution, les codes correcteurs quantiques. Et donc il y a toute une théorie de la correction d'erreurs quantiques et de la tolérance aux fautes qui a été développée en 2 ou 3 ans, entre 95 et 97, par ces personnes, donc par Peter Shor, Kitaev, Aronoff et Benor. Donc Peter Shor, il a remarqué d'abord que c'est vrai, on a un continuum d'états possibles, mais les erreurs, par la linéarité de la mécanique quantique, on n'a pas besoin de corriger une sorte de continuum d'erreurs. On peut juste corriger 2 types d'erreurs, finalement, donc les bit flips, ce qui fait passer d'un 0 à 1, donc la même chose que dans le cas classique, et un nouveau type d'erreur qui est vraiment spécifiquement quantique, les phase flips, qui vont introduire un signe moins quand il y avait un signe plus, donc une superposition 0 plus 1 va se transformer en 0 moins 1. Et si on est capable de corriger ces 2 types d'erreurs, alors on peut protéger l'information quantique. Donc juste après, il y a Kitaev qui a proposé des très bons codes correcteurs d'erreurs qu'on utilise toujours aujourd'hui, donc les codes de surface que mentionnait Maziar. Et puis il y a Aronoff et Benor qui ont prouvé le théorème important qui fonde un petit peu la théorie du calcul quantique, qui est le threshold theorem, qui dit que dans la mesure où on est capable d'atteindre un bruit pas trop élevé, mais constant pour chaque qubit, et qu'on a un grand nombre de qubits, si le bruit s'il est suffisamment sympathique, alors on peut faire du calcul quantique et arbitrairement long avec des qubits bruités. Donc juste ce théorème en un petit peu plus de détails, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit que si on veut implémenter un circuit donné idéal, qui utilise M qubits et puis qui a T portes logiques, mais qu'on n'a pas accès à des qubits idéaux puis à des portes logiques parfaites, on n'a accès qu'à des qubits bruités et à des portes bruitées. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer notre circuit idéal de taille T par un circuit qui va utiliser un petit peu plus de qubits. Au lieu d'en utiliser M, il va en utiliser M fois un terme qui est polylogarithmique en MT, et qui va faire le même travail que le circuit idéal qu'on voulait faire. Et ça, c'est possible dans la mesure où on arrive à avoir un taux d'erreur physique par qubit et par porte plus petit qu'une certaine constante universelle, qui est de l'ordre de 10-3, 10-2. Donc ça, c'est joli en théorie. En pratique, l'overhead, là, le facteur polylogarithmique, il n'est pas si petit que ça. Et par exemple, si on veut utiliser un ordinateur quantique pour casser RSA, pour vraiment déchiffrer les messages qui sont chiffrés avec RSA, donc on a besoin de faire une factorisation. Si on avait des qubits parfaits, on aurait besoin de 4000 qubits parfaits. Mais avec ces
cette tolérance aux fautes. Donc, on a besoin d'un circuit plus gros qui va être bruité. Là, on a besoin de entre 1 million et 1 milliard de qubits physiques. Donc, il y a vraiment, c'est pas le même ordre de grandeur, et donc c'est pas clair comment on va arriver à des nombres aussi gros. Bien sûr, si on arrive à diminuer le taux d'erreur physique, l'overhead va diminuer aussi. Et il y a quelques hypothèses qu'on fait en général pour prouver ce genre de théorème, ce threshold théorème. En particulier, on a besoin, ce qui a déjà été mentionné par Maziar et par Daniel, on a besoin d'avoir une sorte de localité du bruit. On a besoin de dire que tous les qubits ne vont pas être affectés en même temps par un bruit donné, en particulier les rayons cosmiques, qui ont déjà été mentionnés plusieurs fois, sont assez mauvais. En 2013, il y a eu un breakthrough, par quelqu'un qui s'appelle Daniel Gottesman, qui a prouvé qu'on pouvait vraiment améliorer le threshold théorème et qu'on pouvait se débarrasser du facteur polylogarithmique et le remplacer par une constante, arbitrairement petite, a priori, si on remplaçait les codes correcteurs d'erreur qu'on utilisait avant par une certaine famille de codes correcteurs d'erreur, qui s'appelle LDPC, et qui ont un rendement constant et qui ont un certain nombre de propriétés qu'on voudrait. Donc, quand il a montré ce théorème en 2013, il ne savait pas si ce genre de famille de codes correcteurs d'erreur existait. Et le travail qu'on a fait dans ces dernières années à l'équipe cosmique, ça a été, et en partenariat avec Omar Fauzi à Lyon, c'était de montrer qu'il y a une famille de codes correcteurs qui fait vraiment ça et qui permet de battre le threshold théorème tel qu'il a été énoncé initialement par Aharonov et Benor. Donc, juste un petit peu pour expliquer ce que c'est un code correcteur quantique. D'abord, je parle en 2 mots d'un code classique. Donc, un code classique, on va s'intéresser à des codes LDPC. Donc, LDPC, c'est des codes qui vont être définis comme le noyau d'une matrice de parité. D'accord, on a des équations de parité, et puis les vecteurs qui vont satisfaire toutes les équations de parité, ça va être des vecteurs du code, donc des vecteurs protégés. On va demander à prendre une matrice de parité qui soit creuse, pour avoir des équations de parité qui soient creuses et qu'on puisse facilement manipuler. Ça, c'est un code correcteur classique. C'est très facile, classiquement, d'obtenir des très bons codes qui ont une dimension grande. Donc, K, ça va être le nombre de bits logiques qu'on peut protéger avec n bits physiques bruités. Donc, on peut atteindre une grande dimension, donc linéaire en n, et puis on peut atteindre une grande distance minimale, d. Donc, d, ça va être le nombre d'erreurs qu'il faut faire en même temps sur des bits différents pour faire une erreur logique. Donc, on peut atteindre ces 2 paramètres, K et D, qui peuvent être linéaires en n, donc ce qui est optimal, de manière assez simple, classiquement, en prenant juste une matrice de parité H aléatoirement. Et si on fait ça, on a un bon code avec grande probabilité, et c'est des codes qu'on sait décoder efficacement avec des algorithmes type belief propagation de croyance. Donc, classiquement, la théorie est assez simple, assez bien comprise. Quantiquement, c'est plus compliqué. Donc, je disais, il y a 2 types d'erreurs à corriger. Donc, comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait qu'on est obligé d'introduire un formalisme. On est obligé de travailler avec des opérateurs. Donc, on définit ce qui s'appelle le groupe de Pauli. Le groupe de Pauli, la P1, c'est un groupe qui est engendré par 3 matrices, les matrices de Pauli X, Y, Z. Donc, c'est des matrices 2-2 qui sont écrites là, qui ne commutent pas entre elles, qui anti-commutent. Donc, on définit le groupe de Pauli, c'est le groupe engendré par ces matrices. On définit le groupe de Pauli à n qubits, donc ça va être des produits de tensoriels d'éléments de Pauli sur chacun des qubits. Et pour définir un code quantique, on va vouloir définir un petit peu l'équivalent d'une matrice de parité, et ça va être défini, ce qui va être la généralisation, ça va être ce qu'on appelle un groupe stabilisateur, S. Donc, c'est un groupe engendré par un certain nombre de matrices de Pauli, G1 jusqu'à Gm, qui doivent satisfaire un certain nombre de contraintes. En particulier, la grosse contrainte qu'ils doivent satisfaire, c'est que tous les termes GI, GJ de ce groupe doivent commuter. Et ça introduit une structure. Il y a besoin d'une certaine structure pour assurer qu'il y a cette commutation qui est vraie. Et le fait qu'on ait besoin de cette commutation, ça va empêcher des constructions complètement probabilistes, comme dans le cas classique, de fonctionner comme il faut. Donc, on a besoin d'avoir la structure, on veut mettre en général un petit peu d'aléa pour avoir des bonnes constructions. Et donc ça rend la chose plus compliquée dans le cas quantique. Et le code correcteur quantique, ça va être l'espace vectoriel qui va être stabilisé par toutes ces matrices G1, Gm. Donc, c'est les états psi qui sont vecteurs propres avec valeur propre plus 1 de tous les J. Donc, pareil que dans le cas classique, on peut définir la dimension, donc le nombre de qubits qu'on protège, le nombre de qubits qu'on protège avec n qubits physiques, et la distance minimale qui est la taille minimale d'une erreur qu'il faut faire pour avoir une erreur logique. Et les grandes questions en cas quantique qui ne sont pas encore comprises, c'est quels sont les paramètres qu'on peut atteindre pour cette dimension K et pour cette distance minimale D, et est-ce qu'on peut faire du décodage qui soit efficace.
Donc, il y a une façon de faire pour avoir des bons codes, c'est ce qu'a raconté Maziar, c'est les codes topologiques, donc le code de surface. Dès qu'on a une surface qu'on peut définir en 2D ou en dimension plus grande, on peut associer à cette surface un code correcteur qui est sympathique, mais qui a le problème que la dimension de ce code sera une constante. Donc là, par exemple, le code torique de Kitaïev, il va prendre n qubits physiques, et il va encoder juste 2 qubits logiques, et la distance minimale de ce code, elle va être typiquement racine de n, racine de la longueur, alors que classiquement, on pourrait espérer quelque chose qui est proportionnel à la longueur. Et en fait, la question de rien que trouver des codes qui ont une grande distance minimale, c'est une question qui est assez ouverte très longtemps. Est-ce qu'on pouvait battre ce racine de n? Donc en 96, il y a Kitaïev qui a proposé ce racine de n avec le code torique. Et après, jusqu'à l'été dernier, jusqu'à août 2020, on ne dépassait pas racine de n. On était racine de n fois un logarithmique, fois un log de n. Et on ne savait pas faire mieux que ça. Et donc, c'était vraiment une question ouverte. Est-ce que racine de n, c'est un truc fondamental ou est-ce qu'on peut espérer aller jusqu'à n? Et il y a eu deux breakthroughs à l'automne dernier qui ont permis de dépasser racine de n. Et aujourd'hui, on sait faire des codes quantiques LDPC qui atteignent une distance minimale n divisé par log n. Donc on est presque au maximum qu'on peut espérer, qui serait n. Donc ça, c'est bien, côté distance minimale. L'autre point, c'est la dimension. On voudrait un code qui permet d'encoder un grand nombre de qubits logiques dans un petit nombre de qubits physiques. Donc on aimerait avoir k, la dimension, qui soit aussi linéaire en n. Et aujourd'hui, les meilleures constructions qu'on a, elles vérifient k fois la distance minimale au carré, qui est grand taux de n2. On aimerait n3. Et en particulier, si on veut des codes qui ont un rendement constant, donc qui ont k proportionnel à n, on ne sait pas faire mieux pour la distance minimale que racine de n. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux que ça? C'est pas clair. Et la meilleure construction qui existe aujourd'hui pour faire ça, donc c'est une construction qui est due à Jean-Pierre Tillich, qui est à l'INRI à Paris, et Gilles Zemmour, qui est à Bordeaux en 2009, qui est de généraliser la construction des codes de surface ou du code torique de Kitaïev. Donc, le code torique de Kitaïev, on peut voir ça comme un produit un tor, on peut voir ça comme un produit de 2 cycles. Un cycle, ça peut être interprété comme un code de répétition, et donc le code torique de Kitaïev, ça peut être interprété comme un produit de 2 codes de répétition. Et l'idée de Jean-Pierre Tillich et Gilles Zemmour, c'était de dire qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire un produit de 2 codes classiques quelconques. Et en fait, il se trouve qu'on peut faire ça, on peut définir une notion de produit pour des codes classiques. Et si on fait ça, on arrive à obtenir des codes quantiques qui ont un rendement constant, donc qui encodent un nombre linéaire de qubits logiques avec un nombre n de qubits physiques, et qui ont une distance minimale racine de n. Donc le challenge maintenant, c'est d'essayer de trouver des algorithmes de décodage pour ce genre de code. Alors, le décodage en cas quantique, c'est un petit peu différent du décodage en cas classique, parce qu'on ne peut pas directement mesurer l'état qu'on a, parce que si on le mesure, on détruit un petit peu l'information. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer un syndrome. Donc en particulier, si on a une erreur E, qui est une erreur de Pauli, donc une matrice de Pauli, le syndrome qu'on va pouvoir observer, ça va être un vecteur S, avec M coordonnées, qui va être 0 ou 1, et qui vont nous dire si chacun des générateurs de mon groupe stabilisateur que j'avais tout à l'heure, chacun des GI, commute ou anti-commute avec l'erreur que j'ai. Et le but du décodage, c'est de trouver une erreur qui ait les bonnes relations, qui commute ou qui anti-commute avec tous mes générateurs. Et la grosse différence avec le cas classique, c'est qu'on n'a pas besoin de retrouver exactement la bonne erreur. On veut juste retrouver l'erreur modulo le groupe stabilisateur. Si on trouve une erreur E chapeau telle que E fois E chapeau appartient au groupe stabilisateur, on est content. Donc ça, c'est la grosse différence par rapport au cas classique. Donc ça a l'air plus simple, mais en vrai, c'est pas plus simple, parce que le fait qu'il y ait cette liberté en plus, on ne sait pas bien l'exploiter pour faire des décodeurs efficaces. En particulier, il y a plein d'éléments du groupe stabilisateur S qui sont de petits poids, et qu'on va avoir du mal à gérer. Les décodeurs, ils vont avoir du mal à gérer ces mots de petits poids qui sont autorisés. Ils vont avoir du mal à les distinguer d'erreurs problématiques. Et donc, la plupart des algos qu'on a aujourd'hui, ils ne sont pas encore très, très bons parce qu'ils ne savent pas bien gérer cette différence entre le cas classique et le cas quantique. Il y a une exception. Donc, il y a un algo de décodage qu'on a proposé avec Jean-Pierre Tillich et Gilles Zemmour en 2015 pour des codes... une famille de codes produits d'hypergraphes, qui sont des codes qu'on appelle expanseurs, qui sont un petit peu inspirés par les codes expanseurs classiques qui ont été introduits par Sitzer et Spielmann en 1996.
Et pour ces codes-là, on arrive à prouver des choses. On arrive à prouver qu'il y a un algo de décodage qui va décoder les erreurs adversariales jusqu'à la distance minimale, qui va permettre de décoder les erreurs aléatoires jusqu'à un poids linéaire en n. Et ces codes-là, ça donne le premier exemple d'une famille de codes qui permettent de prouver un threshold theorem avec un overhead constant. D'accord, c'est ce qu'avait prouvé Gottesman en 2013, c'est qu'on pouvait faire ça, modulo l'existence de certaines familles de codes qui avaient certaines propriétés. Et ce qu'on a prouvé dans cette suite de résultats, c'est que les codes expanseurs quantiques permettent de faire ça. Donc les preuves qu'on a sur le taux d'erreur qu'on peut tolérer, c'est des preuves analytiques, elles donnent des bornes très, très pessimistes. Mais il y a des algos de décodage qu'on peut essayer de faire tourner, qui sont plus heuristiques aujourd'hui, mais qui donnent des valeurs de tolérance au bruit, des thresholds, combien de bruit on peut tolérer, combien de bruit on peut corriger, qui sont tout à fait raisonnables. Donc, par exemple, pour le code torique, qui est un petit peu l'étalon, tous les codes quantiques, en général, on peut tolérer à peu près 10% de bruit, mais le problème des codes toriques, c'est que ça encode que 2 qubits logiques dans un grand nombre de qubits physiques. Et les produits d'hypergraphes qu'on regarde, nous, ils permettent d'encoder un nombre une fraction constante de qubits logiques dans n qubits physiques. Donc, ils encodent beaucoup plus d'informations et on voit qu'ils tolèrent quasiment autant de bruit que le code torique. Voilà, donc avec ça, je voudrais conclure. Donc, mon message, c'est que quantiquement, donc on n'a pas encore trouvé vraiment les bons codes quantiques qui sont idéaux. Les codes quantiques à LDPC dont j'ai parlé sont vraiment attractifs d'un point de vue théorique. La grande question, c'est est-ce qu'on peut les faire vraiment, est-ce qu'on peut les implémenter dans le laboratoire? En particulier, ils ont besoin, c'est pas des codes comme le code de surface qu'a mentionné Maziar. Donc, c'est pas des codes où les interactions sont juste entre qubits voisins. On a besoin d'interactions à grande portée. Mais il y a certains systèmes physiques qui permettent de faire ça a priori. Et aujourd'hui, les meilleures constructions qu'on a, elles ne sont pas encore optimales. On ne sait pas faire des codes qui soient des codes bons au sens de la théorie du codage, qui encodent un nombre linéaire de qubits logiques et qui permettent d'atteindre une distance minimale linéaire en n. Donc la grande question, c'est est-ce que ce genre de code peut exister? Et l'autre grosse question, c'est est-ce qu'on peut trouver des algos de décodage efficaces avec des garanties théoriques pour ce genre de code? Voilà, je vous remercie. Merci Anthony. Donc à tous les participants, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai quand même lancé un petit peu le sujet. Et finalement, donc on a vu avec Maziar qu'il y avait des approches très très spécifiques pour un certain nombre de plateformes. Est-ce que cette approche-là, d'avoir des codes spécifiques à des plateformes particulières de calcul quantique, elle existe pour les codes dont tu as parlé? Oui, donc tout à fait. Donc les codes quantiques qu'on va vouloir développer, ils vont forcément défendre un petit peu des plateformes qu'on a, dans le sens où une plateforme donnée va nous dire quel genre d'interaction on peut avoir entre les qubits. Donc typiquement, les qubits supraconducteurs, ils aiment bien plutôt parler à leurs plus proches voisins. C'est pas nécessaire, il y a des améliorations possibles par rapport à ça, donc il y a Maziar qui a des idées pour faire des trucs un petit peu différents. Il y a d'autres plateformes qui utilisent par exemple des ions, plutôt que des qubits supraconducteurs, qui vont encoder l'information sur des ions. Dans des pièges, et ces ions, eux, ils vont plus facilement pouvoir parler, avoir une connectivité de chaque qubit vers chaque qubit. Donc pour ce genre de plateforme, par exemple, c'est plus simple de mettre en œuvre des codes LDPC. Il y a des plateformes plutôt photoniques, on va utiliser des photons. Donc là, c'est pareil, les photons, on va facilement pouvoir les faire bouger les uns avec les autres pour pouvoir les faire interagir, même s'ils sont a priori loin dans l'espace. Donc voilà, donc en fonction de la plateforme physique, effectivement, les codes correcteurs quantiques qu'on peut imaginer vont être un petit peu différents. C'est vrai que nous, dans nos recherches, plutôt actuellement, on se penche plutôt sur les questions un petit peu long terme. On se dit, supposons qu'on ait pas trop de limitations du point de vue physique, ou que ces limitations elles pourront être levées dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut déjà espérer comme code quantique en principe? Et ça, c'est des questions qui ne sont pas encore comprises aujourd'hui. Ok, alors merci. Et puis là, il y a une question
semble assez intéressante d'Alain Couvreur qui dit, bon voilà, Daniel Estève penche enfin comment dire, il pense que c'est assez déraisonnable d'avoir une approche code de surface. Est-ce que tu as un avis sur l'utilisation des codes de surface en pratique? Est-ce que ça va être une voie qui te semble quand même intéressante à poursuivre, ou bien est-ce qu'il faut passer à d'autres types de codes? Je pense qu'il y a plusieurs échelles de temps. Donc, on essaie de construire, là, on a quelques qubits, après on voudra faire quelques centaines, après on voudra faire à terme des ordinateurs universels avec beaucoup de qubits. Je pense que clairement, les codes de surface, dans les années qui viennent, c'est ce que les gens vont essayer d'implémenter, parce que tant qu'il n'y a pas beaucoup de qubits logiques, c'est ce qui va bien fonctionner. Et puis, pour l'instant, c'est les technos qui vont être un petit peu disponibles. On va avoir effectivement des interactions entre qubits assez proches. Mais à terme, moi, ça me paraît assez clair que dans 50 ans, le jour où on aura vraiment un ordinateur quantique qui marchera bien, qui en aura beaucoup, ce ne sera pas des codes de surface qui seront utilisés dans l'ordinateur quantique. Ce sera autre chose. Ce sera des trucs, des codes, typiquement des codes LDPC, ou potentiellement couplés avec des codes bosoniques, comme a raconté Maziar. Mais je pense que les codes de surface, c'est un outil intermédiaire qui va être utilisé pour les premiers prototypes d'ordinateurs quantiques qui n'auront pas trop de qubits logiques et qui seront remplacés par des choses plus performantes à plus long terme. Ok, alors je crois qu'il y a une question qui mérite effectivement une clarification, savoir si les codes correcteurs que tu évoques permettent de corriger des erreurs à l'intérieur du bloc entre plusieurs qubits, ou bien entre des blocs différents de qubits encodés. Ouais, donc ça dépend. Donc si effectivement, avec les codes de surface, on a typiquement un grand carré, un grand patch avec plein de qubits physiques qui va encoder 2 qubits logiques. Et donc si on veut faire parler ces qubits logiques avec d'autres qubits logiques, on aura plein de patchs. Les codes LDPC que je mentionnais, c'est plutôt des codes où on va avoir n qubits physiques, et parmi ces n, sur ces n, il y aura un grand nombre de qubits logiques encodés directement. Donc les qubits logiques, ils vont être vraiment délocalisés sur les n qubits physiques. Et là, si un qubit physique, effectivement, sa fonction d'onde, elle est perturbée, ou quoi que ce soit, qu'il y a du bruit sur un qubit logique, même on perd un qubit physique, même on le perd, ou il est remplacé par une autre valeur. Les codes que j'ai mentionnés permettent de corriger ça. Donc, permettent de corriger des erreurs arbitraires sur, typiquement, racine de n, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. S'il y en a moins que racine de n erreurs, qubits qui disparaissent complètement, on peut corriger complètement ce genre d'erreur. Donc, on pourrait retrouver l'information logique qui avait été encodée. Bon, écoute, je vois qu'on est à peu près dans les temps. Je vais te remercier pour ta présentation. Je crois qu'on a 5 minutes de pause. On reprend les présentations avec Caroline Collange à 11h17. Merci.